C'est un dialogue qui interroge l'emploi qui peut être fait pour penser et pratiquer la médiation, des concepts que François Julien a développés dans une œuvre foisonnante, dense, passionnante, et je ne saurais trop recommander à celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore ouvert un livre de François Julien de le faire, parce que je crois que vous y trouverez énormément de résonance pour pratiquer la médiation. Et si vous le voulez bien, on vous donnera peut-être tout à l'heure, en fin de réunion, quelques pistes de lecture, quelques suggestions. La pratique de la médiation repose dans une très large mesure sur des savoir-faire, plus encore un savoir-être, beaucoup plus que sur des savoirs. Et ça a probablement généré une sorte d'impensée de la médiation. Certains auteurs se sont confrontés au défi de penser la médiation. Je songe à Michel Guillaume-Ofnon et à Jacqueline Morino, qui est la présidente d'honneur du SEMA. Mais bien évidemment, cette œuvre est loin d'être achevée. Cette entreprise est toujours en cours. Et c'est ce qui nous a donné l'idée, avec Marc Guillaume, éditeur, médiateur, que je tiens ici à saluer, de réfléchir à la manière dont les concepts développés par François Julien dans son œuvre pouvaient être utilisés de façon fructueuse. Il en est né une conférence que nous avons organisée à l'École des Mines pendant la Semaine mondiale de la médiation en 2019, conférence qui a été retranscrite dans un petit ouvrage, Penser la médiation, un manifeste, publié aux éditions Descartes et compagnie. Et ce dialogue s'est poursuivi ensuite avec François Julien. S'est poursuivi à telle enseigne que lorsque, à l'initiative de François Julien, a été créée une association qui a pour nom Décoïncidence au pluriel, concept sur lequel nous allons revenir au cours de ce webinaire, il s'est tout naturellement trouvé que la médiation trouvait sa place dans les pratiques de décoïncidence. Et j'en profite pour dire que ce webinaire est organisé en partenariat entre le SEMA et l'association Décoïncidence, dont le président est François Livonnet, que je tenais également à saluer ce soir, pour le remercier de ce partenariat que nous avons pu établir. J'en profite également pour vous dire que se tiendra les 8 et 9 décembre prochains à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme Boulevard Raspail un colloque sur les pratiques de décoïncidence, colloque autour duquel nous aurons l'occasion de traiter à nouveau de la médiation. Nous sommes un peu plus de 200 participants à ce webinaire ce soir. Vous aurez bien évidemment la possibilité, comme chaque fois, de poser des questions à travers la fonction Q et R. Je vous recommande d'indiquer de quel lieu de France et d'ailleurs, parce que nous avons souvent des personnes de pays lointains qui assistent à nos webinaires, donc je vous recommande de bien vouloir nous indiquer le pays d'où vous nous écrivez. Alors, compte tenu de la densité des sujets que nous allons aborder ce soir, nous n'aurons probablement pas le temps de répondre à toutes les questions qui seront posées. Par avance, on vous prie de bien vouloir nous en excuser. Mais il est temps maintenant de présenter notre invité de ce soir, François Julien, bienvenue. Merci. Vous êtes présenté habituellement comme un philosophe, helléniste, sinologue, mais je crois comprendre des échanges que nous avons eus que ces catégories vous paraissent un peu réductrices. C'est la raison pour laquelle vous tentez de les dépasser, notamment avec ce concept de décoïncidence, et vous tentez de vous dégager de ces catégories. Et précisément, peut-être que pour vous présenter, vous me pardonnerez si je cite un extrait d'un de vos ouvrages, dont je me suis d'ailleurs beaucoup aidé pour préparer ce webinaire, magnifique livre qui s'appelle Une seconde vie, dans laquelle vous écrivez « Ce n'est plus l'auteur qui promeut avec acharnement sa pensée, mais c'est la pensée engagée qui poursuit d'elle-même son chemin par dégagement. » Comme s'il y avait une sorte d'autonomie de la pensée et de dégagement qui permettait d'aller plus loin que ce qui a été pensé à l'origine. Je pense que nous allons y revenir. En toute hypothèse, vous êtes également par ailleurs titulaire de la chaire de l'altérité. Quelle personne serait plus indiquée
pour venir parler de la médiation que le titulaire de la chaire sur l'altérité. Le titulaire de la chaire sur l'altérité à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, boulevard Raspail, où se tiendra notamment ce colloque des 8 et 9 décembre prochains. Nous avons souhaité ordonner notre échange en 3 temps. Lors du dernier webinaire qui s'est tenu le 16 octobre dernier, qui avait pour thématique les mots grecs de la médiation, à l'occasion duquel Catherine Emmanuel, notre directrice pédagogique, s'était entretenue avec Claudie Bonpoint-Lasky, vice-présidente de la Fédération des centres de médiation, avait commencé de s'élaborer une réflexion d'un point de vue étymologique sur ce qui pouvait être emprunté à la Grèce pour penser la médiation et nourrir les pratiques des médiateurs. Je vous propose de reprendre ce chemin à peu près là où nous l'avions laissé, c'est-à-dire en Grèce, puisque c'est une civilisation et une philosophie que vous connaissez particulièrement bien, mais de voyager, d'aller plus loin, d'aller jusqu'en Chine, pour pousser cette réflexion, peut-être par dégagement, précisément. Et nous nous proposons d'ordonner ce webinaire en 3 temps. Un premier temps où vous avez bien voulu intervenir sur le langage, un deuxième temps où nous tâcherons de nous attarder sur les quelques concepts, non pas les quelques, mais quelques concepts tirés de l'œuvre de François Julien qui nous permettent de penser la médiation et de nourrir notre pratique. Et puis j'étais particulièrement désireux, parce que c'est quelque chose à quoi je suis très attaché, d'achever ce webinaire avec l'éthique. Et j'aimerais que François Julien nous entretienne de son point de vue sur l'éthique. Je crois que c'est précieux d'avoir un point de vue philosophique sur ce que doit être l'éthique du médiateur, non pas par opposition, mais en parallèle avec la déontologie, non pas du médiateur, mais de la médiation. Alors le premier temps de cet échange, c'est donc le langage. De mon point de vue, le langage constitue véritablement le cœur du réacteur de la médiation, plus encore lorsqu'il existe en médiation une composante interculturelle, et c'est peut-être par le biais de cette interculturalité que vous voudriez nous faire part de la manière dont vous concevez l'utilisation du langage. Merci, cher Jean-Paul, pour cette invitation et de l'occasion que ça nous a apporté de mettre la philosophie au travail, pas seulement pour son domaine propre, mais justement en s'exportant ou s'expatriant dans des pratiques. Je suis très sensible parce que la médiation est une pratique vive et qui n'a peut-être pas été assez réfléchie, en tout cas assez réfléchie d'un point de vue philosophique. Puisque, si l'on touche à la question du langage, si bien que ce qu'on a hérité des Grecs, c'est le logos, c'est-à-dire une parole déterminante. Déterminante parce qu'elle est jugée sur l'être. Et l'être, ce qui fait être, c'est la détermination. Donc nous avons un choix que nous ne pourrons peut-être pas penser nous-mêmes suffisamment, tellement il est important, qui est cet héritage du logos. Toute école grecque de philosophie confondue, il y a cette même perspective de ce que parler, c'est déterminer. C'est le mot français déterminé, déterminé, n'est-ce pas? C'est donc arrêter du sens. C'est l'expliciter, l'arrêter, déterminer. Et au fond, les Grecs ont pensé l'approche du réel, on dit que c'est un point de départ, un point d'arrivée, et un segment de logos entre les deux, point de départ, arché, début, commencement, commandement, et puis, dès lors, c'est la fin, l'achèvement, le but aussi. Et donc, de penser à un segment comme ça de discours, clarifié par cette capacité d'une détermination. Alors, la question peut-être par rapport à la médiation, c'est est-ce que la parole médiatrice doit être totalement déterminante ou pas? Et c'est là que je passerai un peu de l'autre côté, que je commencerai à décoïncider du côté chinois, pour penser que justement, un des grands écarts entre la culture grecque, la langue pensée grecque, et ce qu'on peut découvrir ailleurs, du côté chinois, c'est que la langue pensée grecque ne s'est pas développée d'abord sous la figure de l'orateur. C'est important du côté grec de la rhétorique comme art de manier justement le logos. Et c'est pas pensé comme une perspective de détermination. Pour une raison d'ailleurs d'autant plus importante que ce n'est pas une pensée de l'être. C'est une pensée des flux, c'est une pensée donc des interactions, des corrélations, et non pas avec cet effort grec
puissant, magnifique, sublime. Et donc peut-être nous ne mesurons pas ce qui limite aussi, qui est de vouloir déterminer par la parole. Ce qu'on découvre du côté de la pensée chinoise, qui n'est pas la rhétorique, c'est peut-être une autre fonction de la parole. D'abord, ne pas tant chercher à convaincre ou persuader le peito des Grecs sur lequel repose la démocratie, que d'influencer. L'image du vent, de la grande image chinoise de la parole, le vent qui passe, ce qu'on pense en termes de flux, c'est donc des vents qui influencent, qui donc créent des tendances, des orientations, et à notre insu. Comme dit Confucius, le vent passe, les feuilles se couchent, on ne va pas le voir passer. Et d'autre part, le caractère évasif de la parole. Non pas la détermination qui précise, qui cherche à arrêter le son, c'est le bloquer, mais le caractère évasif, c'est-à-dire ambiant, c'est-à-dire évasif, probablement évasif est un mot français négatif. Si je dis de réponse évasive, on dira c'est une mauvaise réponse. Justement, essayons de penser évasif non pas comme, disons, ce qui est fuyant, mais ce qui s'évade, ne se laisse pas contenir dans une parole déterminée. Alors je me demande maintenant si l'évasion, à quelle source elle peut puiser du côté du logos, de la détermination, mais peut-être aussi de l'autre côté, du côté d'une parole évasive qui donc ne se laisse pas déterminer, donc en même temps qui laisse du jeu, qui laisse, disons, à opérer, qui laisse de l'implicite, qui laisse du non-dit. Qui laisse du non-dit, de façon à laisser jouer l'à côté de la parole. On dit beaucoup en Chine, parler à côté. Alors, encore une fois, parler à côté peut paraître un défaut, puisque on vous pose une question sur une chose, il y a un objet du discours, et vous seriez évasif. Mais justement, peut-être qu'il y a une ressource aussi. Vous voyez, moi je ne suis pas en train de préférer une version à l'autre, une tradition à l'autre. Mais de me dire au fond, la chance de notre époque, c'est qu'on peut circuler entre les cultures, entre les langues et les pensées. Donc on peut prendre, et ici et là, puiser à différentes ressources. Et je pense qu'il y a une ressource grecque essentielle dans la détermination, qui fait être, et qui donc permet d'avoir des arrêts tranchés, d'avoir du décider dans la pensée, aussi dans la justice. Et puis, une autre ressource qui est celle de l'évasif, de la non-détermination, qui permet de laisser venir et qui permet de ne pas, disons, trancher et donc laisser jouer. Laisser jouer la parole. Alors, de ce que j'imagine de la vocation de la médiation, je me dis que peut-être qu'il y a les deux qu'on peut, non pas mêler, mais corréler. C'est-à-dire qu'on peut bien source à l'autre. Et faire à la fois appel à la capacité de la détermination et de la clarté qu'elle engage, et en même temps ne pas fuir par principe cette parole plus ombreuse, plus évanescente, donc moins précise, mais qui laisse du jeu, et peut-être permet aux positions en vis-à-vis de se tester, de s'approcher, sans qu'il y ait, si vous voulez, la saisie, la sommation du face-à-face et de ce que cela implique de confrontation et peut-être de trop tôt trancher. Peut-être ne laissant pas suffisamment la possibilité de cheminer de façon implicite, mais de faire mûrir des positions avant qu'elles puissent, disons, ou qu'elles aient à se confronter. En vous entendant parler des mots bloqués et parler de déterminer, je réalise, et c'est la première fois que j'ai ce ressenti, que le mot terme désigne à la fois des mots et une fin. Comme si un mot, effectivement, dans notre conception du langage, était quelque chose qui était fini et bloquant. Alors, ça n'est peut-être pas le cas dans toutes les cultures, et je crois comprendre, parce que vous avez beaucoup écrit sur ce sujet, notamment au début de la crise sanitaire que nous connaissons, en plaidant pour le fait que l'on reconnaisse dans le mot crise une composante du
du sens qui est donné en Chine, à laquelle nous n'avions pas suffisamment égard. Est-ce que vous voudriez revenir sur, la manière dont on dit crise en chinois? C'est quelque chose qui m'avait passionné. Oui, alors d'abord, je crois que ce que vous dites est très important. Au fond, pourquoi je ne souhaite pas la Chine étant féministe? C'est parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Et quand nous disons que nous sommes héritiers des Grecs, quand sait-on quand on n'est pas sorti de cet héritage? Alors, effectivement, le fait que notre parole est en fait de déterminer, donc de poser des termes, et donc des arrêts, qui peuvent être des blocages, qui peuvent être aussi des lignes de clarté. Donc cela est ouvert. Se mesure par rapport à une tradition donc, en Chine, où effectivement on parle, on pense par corrélation. Alors le mot crise en grec, kriné, crisis, la crise, ça tranche. La kriné, trancher. Et donc cette idée que la crise c'est ce moment où quelque chose se tranche, avec le tragique du tranché dans nos vies. Crise médicale, chez Hippocrate. Crise théâtrale, dans le théâtre grec. Ce dernier acte, le début du dernier acte, où finalement la situation se tranche et voilà, on s'en coule. Crisis. Ceci était des règles du terme et du fait que le terme permet de trancher et donc la clarté aussi. On sait qu'il y a gagné. Alors, le terme qu'on traduit par crise, le chinois, Huaiti, est une corrélation, comme tous les termes chinois binômes, n'est-ce pas, yin et yang, salétaire, etc. Et donc le sens c'est Wei, danger, Ti, opportunité. Donc pour des crises, on dit deux termes opposés mais complémentaires, donc en corrélation. Une crise s'annonce à nous comme une crise, comme une difficulté, un danger, mais ce danger qui nous arrive, il faut pouvoir le renverser en opportunité. Donc, oui, c'est ça qui est important, c'est que le terme est dialectique et non pas tragique. Et ça, c'est une le plus importante. Est-ce que je peux, si vous voulez, est-ce que je suis bloqué dans ce terme tragique et la tragédie grecque, la tragédie ensuite la culture européenne, disons, se magnifie de ce tragique, porté à l'extrême, au sublime de cet extrême. Mais on peut penser qu'effectivement, il y a une ressource stratégique, non plus héroïque et tragique, mais stratégique, à penser que ce qui se présente à nous comme une crise, c'est-à-dire une difficulté à traverser, peut implicitement se retourner en opportunité. Alors, si on fréquente un peu la culture chinoise, mais aussi l'art politique de la Chine, on se rend compte à quel point cela est à l'œuvre. Et si je garde la fin du Covid en tête, de voir comment la Covid est arrivée pour les Chinois comme une difficulté, mais comment ils ont su très vite la renverser, cette difficulté, pour en faire une opportunité, si je veux dire. D'une part, pour renforcer le contrôle intérieur via le numérique, et je dirais renforcer un peu le système autoritaire de contrôle des populations, et via l'extérieur, opportunité pour décrier un peu les démocraties qui ne savaient pas gérer cette chose difficile, alors que eux, apparemment à l'époque, ça a été ce qui. Donc effectivement, il y a cette ressource. Alors, vous voyez, j'ai mis les deux en rapport comme des ressources. Je crois qu'il y a à penser, et il me semble que dans la pensée de médiation, cela pourrait peut-être intervenir, entre une attitude ou un choix tragique, héroïque, donc de la détermination, donc du tranché, donc du destin, donc de la mort aussi, la tragédie, et une ressource, je dirais, stratégique. C'est-à-dire, non pas du tout héroïque, mais sachant jouer la situation de façon à en dégager une évolution, une transformation, ne peut être bloquée, mais remettre les choses en cours, et donc en tirer parti progressivement, souvent à l'insu des autres, voire au départ, sans les savoir soi-même, dans quel sens on va, n'est-ce pas? Cette façon, vous voyez, tâtonnante, je dirais, de biaiser la situation. Et comme que le biais est une notion qui peut, disons, rencontrer le champ de la médiation, ça pratique, biaiser, au lieu de prendre les choses de face, donc frontalement, donc aussi dans une sorte de heure de la rencontre, compte, n'est-ce pas? De penser que, voilà, on peut
avoir une sorte de rapport plus tangent, plus évoluant avec la situation, voir de quel biais la prendre, par quel biais. C'est ça, biaisé. Alors, biaisé, c'est un terme négatif chez nous. Et je comprends bien, biaisé par rapport à la franchise. Mais peut-être qu'on peut avoir un usage plus opératoire de ce biaisé pour penser comment on va prendre tout de front. Et ce qui est très essentiel, je pense pour la médiation, c'est engager une évolution. Ne pas être sous le coup, n'est-ce pas, de la situation qui s'impose à nous, mais engager une évolution qui va donc mettre du tâtonnement, qui va mettre de quelque chose qui serait effectivement évasif et qui permettrait à la situation d'évoluer elle-même, sans qu'on soit aussitôt en train de trancher en elle. Vous voyez, la grande idée chinoise à cet égard, c'est de penser que la situation est elle-même ressource. C'est bon. Et qu'on peut donc avoir un rapport avec elle qui dénoue ce qu'elle peut avoir d'abord de tranché comme de tragique, pour laisser du champ à devenir possible. Et si j'imagine un peu ce qu'est la partie de la médiation, je me dis qu'au fond, peut-être vous êtes appelé à justement ouvrir ce champ, pas forcément de transaction, de transition, mais de tout ce qui est ce trans, un peu transfuge, pour ne pas rester sous le coup de l'opposition, du conflit. C'est passionnant de voir à quel point la dualité des mots dans la culture chinoise permet de jouer avec le sens, avec les connotations, ce que ne permet pas nécessairement notre vocabulaire ici en France. J'ai le sentiment parfois en médiation que les mots peuvent être des passeurs de sens, mais aussi des pièges à sens. C'est-à-dire qu'ils enferment la compréhension que l'autre a eue de ses propres actions et de la manière dont on les a qualifiées. Finalement, en médiation, on s'affranchit parfois de ce risque, selon lequel le langage peut être un poison, en pratiquant avant le discours l'écoute. Tout médiateur sait que la vertu première du médiateur, c'est l'écoute active. Est-ce que l'écoute active serait alors ce que vous donnez dans un de vos ouvrages, je crois que c'est Une seconde vie comme précepte, parler sans parler? Oui. Je vous remercie d'insister sur les deux ressources. Je pense qu'il y a plusieurs modes d'opérativité. Nous avons été, par tradition européenne, surtout dans le monde, l'opérativité par le discours, par la clarté. C'est le logos. Il y a une autre ressource d'opérativité, et qu'on pourrait conjuguer les deux, n'est-ce pas, qui est celle de l'implicite, du biais, de ce cheminement, disons, discret, et non pas tranchant. Alors, l'écoute est essentielle, est encore plus dans le contexte chinois, puisque ce qui a prédominé la pensée grecque et du logos, c'est celle de la clarté parce que c'est celle du regard. Donc nous devons privilégier un sens, nous, dans la tradition grecque, qui est celui de la vue. La vue, tout notre vocabulaire théorique en dépend. Idée vient de voir, théorie vient de voir. Objet, l'objet, c'est ce qui vient se jeter sous mon regard. Objet, faire obstacle à ma vue. Nous avons conçu le monde sous cette clarté, justement, du regard. Et quand l'oreille n'en voit plus, c'est l'âme qui voit, comme dit Platon, oma des psychès, l'œil de l'âme. Or, la tradition chinoise, elle, a privilégié l'écoute. Pour dire intelligent chinois, aujourd'hui, dans le chinois le plus commun, tongming signifie entendant, voyant. L'ouïe avant la vue. Tongming. Toujours un binôme, bien sûr, opposé complémentaire. Et si on y pense, ces deux sens s'opposent. En tout cas, on peut les mettre en vis-à-vis. Puisque la vue, elle est discontinue, on ouvre les yeux, on ferme les yeux, elle est locale. Je regarde ici, je regarde là. Donc je fixe un objet. L'objet, justement, ce qui vient devant ma vue, obstacle à ma vue. Alors que l'ouïe est le sens inverse. L'ouïe, elle n'est pas locale, elle est globale. J'entends derrière la tête. Et elle est continue. Même si quand on dit fermez vos oreilles, vous entendez encore. Vous n'écoutez plus, vous entendez. Donc il y a une ressource qui est la ressource du global. Donc la situation, c'est ce qui rejoint ce qu'on disait en commençant. La situation qui n'est plus donc tranchée dans sa détermination, mais qui est enrobante. Grande pensée chinoise de l'atmosphère, l'ambiance, vous voyez, toute cette situation vaporeuse, évasive. Moi je crois que l'écoute donc est essentielle, bien sûr. Mais quelle écoute?
je crois qu'on pourrait la préciser d'un mot qui est l'écoute disponible. C'est un terme auquel je tiens parce que j'ai été amené, alors c'est moi je travaille entre pensée européenne et pensée chinoise, et j'essaie de porter au concept, parce qu'il faut que je dise quelque chose qui vient d'ailleurs. Comment le faire entrer dans notre langue? Bon, je prends des mots, souvent des mots de la banalité de notre langage, comme disponible, pour les porter au concept, leur donner donc une consistance d'idées et d'outils surtout, opératoires, concept. Et disponible paraît un terme intéressant parce que c'est un terme pour nous dans un langage un peu trivial, soyez disponible, qui n'a aucun statut philosophique. Mais je le trouve intéressant parce qu'il a son préfixe du dis, ouverture, et puis du bilis, le suffixe de possible. Donc c'est une ouverture qui rend possible. Disponibilité. Donc une écoute disponible est une écoute qui va écouter ce qu'elle ne sait pas qu'elle va écouter, qui va écouter en éventail, qui va écouter, si vous voulez, sans plus se dire, tiens, j'écoute quelque chose, un objet, encore, l'objet pareil, qui va écouter en ouvrant au maximum et de façon à, encore une fois, pouvoir entendre ce qu'elle ne sait pas qu'il y a intérêt à l'entendre au départ. Et c'est seulement en chemin faisant qu'on dit, tiens, oui, finalement, c'est intéressant, peut-être qu'il y a un fil à tirer. Alors, je mets ça en rapport avec la pratique qui pratique l'écoute, qui est la psychanalyse. On sait bien que le psychanalyste, c'est ce que Freud lui demande. Il y a un texte de Freud très touchant à la fin de sa vie, quand il essaie de dire en quelques pages ce qu'il conseille effectivement au psychanalyste de faire. Et lui, en disant, au fond, je reviens sur beaucoup de choses que j'ai dites. Une sorte aussi de mea culpa, vous savez, de quelqu'un qui a beaucoup travaillé, et qui dit, mais est-ce que la pratique que je mets en place correspond à ce que j'en ai dit dans son éclairage théorique? Et je pense que la pure analytique va beaucoup plus loin que ce que Freud en a dit, parce que Freud a pensé ce qu'il faisait, d'un point de vue théorique, dans les termes qui étaient les siens. Et donc, le choix théorique, la causalité, enfin, toute cette histoire qui est la nourriture de la pensée. Mais il dit, alors il y a une phrase de Freud que je trouve magnifique, et qui n'a jamais été développée, je trouve magnifique par la limite, l'extrême qu'elle touche quand il parle de attention également flottante. Gleichschwebende Aufmerksamkeit. Qu'est-ce que c'est qu'une attention également flottante? Si une attention pour nous elle est focalisante, j'attention à quelque chose, à un objet. J'ai envie de dire une attention, mais également flottante, voilà, disponible. Donc si vous voulez, il y a là un terme, alors les psychanalystes en ont raffolé, tout en restant à cette formule comme étant une formule clé, mais un peu étrange, puisqu'elle est contradictoire. Attention présente un objet, et la flottaison, c'est l'inverse de cet objet focalisé, fixé. Or, je pense que la formule est très juste. Et il me semble que dans la médiation, elle pourrait, disons, servir également, puisqu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'une écoute disponible, si ce n'est une écoute qui reste ouverte à tout ce qui se dit ou qui ne se dit pas, mais qui, disons, et surtout pas, c'est ce que Freud pointe très bien, ne pas écouter ce que je veux écouter, ou ce que je suis prêt à écouter. Ne pas écouter donc en ayant un objet déjà prédéterminé, donc fixant cette écoute, en tout cas la précisant déjà. Donc il faut arriver à défaire mon intention d'écoute, déjà marquée, pour ouvrir une véritable capacité d'écouter ce qui ne me paraissait pas intéressant, totalement, disons, sans sens ou insignifiant, mais qui est peut-être ce qu'on pourrait, si vous voulez, porter à l'attention. Alors, en même temps je dis ça, j'ai une petite réserve à l'égard de ce très beau texte de Freud, parce qu'il dit au fond comment être à l'écoute de façon disponible, et il parle de froideur, kalt. Psychanalyste, un peu comme le juge, il devrait être froid. Et je me demande si ce n'est pas encore trop de l'ordre de l'affectif. Je préfère un mot que je prends du côté chinois, j'essaie de porter un peu le concept, le terme de fade. Je pense que l'écoute doit être fade. Fade, alors signifie quoi fade? Alors c'est fade, c'est comme évasif, c'est négatif pour nous, n'est-ce pas? Fade, c'est ce qui n'a pas de goût, on n'en veut pas. Or non, pensons le fade comme une ressource. Le fade, c'est ce qui n'est ni sucré, ni salé. Qui donc n'a pas suffisamment de goût pour être tranché. Je reviens à ce terme. Pour se démarquer. Donc de la choisir. Le fade, c'est une saveur,
mais qui n'est pas suffisamment prononcée pour se démarquer d'autres saveurs. Et donc c'est la saveur justement disponible. Et toute la poésie chinoise, peinture chinoise, musique fade, peinture fade, sens fade, vous voyez comme on est loin de la détermination du logos. La saveur comme ressource de pouvoir justement offrir une saveur où on peut évoluer, qui n'est pas tranchée et qui permet de cheminer. C'est la saveur de l'eau. On vous dira que la plus grande saveur est celle de l'eau, parce qu'elle est fade et donc qu'elle contient toutes les saveurs de façon implicite. Donc la fadeur, c'est au seuil de la saveur, c'est de la saveur, mais au seuil de la saveur, et donc ouvrant sur toutes les saveurs. Alors je pense que la disponibilité, ça j'ai voulu porter ce terme au concept dans notre langue, par son préfixe d'ouverture, cette possibilité dite en suffixe, et cette idée qu'au lieu de prendre position, je suis disponible. Vous voyez, la disponibilité, c'est l'envers de la position. Position arrêtée. Une position, elle a ses frontières, elle a ses angles. La disponibilité défait la position et la rend évolutive. Alors il me semble que dans le travail de la médiation, et qu'il n'y a pas cela en jeu de défaire, dissoudre, diluer les positions et leurs tranchants, donc leurs antagonismes, leurs confrontations, pour rendre une position poreuse, ambiante, évoluante, bref, donner du jeu. Et donc, alors peut-être que c'est un peu ce que j'apporte des termes qui sont apparemment, pour nous en tout cas, négatifs, évasifs, fades. Vous voyez, trouver ces tonalités un peu en demi-teinte, en tout cas esquissées, qui permettent donc de. C'est cette idée de mettre les choses en processus, les mettre en cours, non plus sous le mode de l'acte qui est tranche, comme le fait la parole, mais donc d'engager un processus évolutif qui permet de cheminer de façon qui n'est pas claire, certes, mais qui justement permet de cheminer. Parce que c'est pas clair, parce que justement, c'est quelque chose dont on. Vous voyez, ce qui est en jeu au fond, c'est que quand on est en perspective que nous devons privilégier dans la philosophie européenne, on se pose en sujet, position du sujet. Et il y a un effet à cela, bien sûr. Je ne suis pas du tout en train de critiquer ce qui serait cette ressource grecque. Mais vous voyez que la pensée chinoise, là, me permet de dissoudre cette figure du sujet fade, pour justement penser que la situation peut coopérer au processus d'évolution dans lequel la négociation, ou disons la médiation peut se faire. Penser la situation comme étant une alliée. Et donc, ce que nous apprend en pensée chinoise, c'est justement à discerner tous ces facteurs composant la situation, et ce que j'ai appelé potentiel de situation. Penser que la situation, c'est un potentiel, une ressource. Et donc, qu'elle est porteuse, comme on dit, facteur porteur, comme on dit marché porteur. Toute initiative vient pas de moi, sujet, voulant, concevant, parlant, bref, sujet du logos, mais qu'il y a même la situation, une ressource que je peux capter et progressivement utiliser. Alors, c'est pas héroïque, certes, mais pour engager un cheminement qui puisse progressivement aboutir à Dieu. D'accord, merci. Je crois que celles et ceux qui nous écoutent commencent à percevoir à quel point les concepts que vous mettez en exergue sont utiles en médiation. Cette idée d'écoute en éventail, d'écoute disponible, cette idée de fadeur. Moi, j'ai fait cet exercice de lire un merveilleux livre de François Julien qui s'appelle L'éloge de la fadeur, qui est très aisé d'accès, et de le lire en ayant à l'esprit non pas le terme fadeur, mais le terme neutralité. Et Dieu sait que c'est important pour nous, médiateurs, de s'en tenir à une forme de neutralité, je dis bien à une forme de neutralité. Et c'est un ouvrage qui m'a énormément aidé à adopter une attitude neutre lorsque je suis en médiation. Je crois qu'on va, si vous voulez ajouter quelque chose, je vous en prie, je voulais qu'on aborde maintenant les concepts. Oui, vous avez raison. Mais à partir du moment où on s'engage dans cette voie entre nous, ça va durer de nuit, n'est-ce pas? Parce que on va vous inviter à nouveau. Mais voyez, le petit écart dans ce propos, c'est que fade n'est pas neutre. Neutre, c'est le négatif. Neutre, c'est ni l'un ni l'autre. Donc vous voyez, on est encore dans une détermination par la négative. Donc on essaie de se sortir de la détermination par cette idée de neutre. Fade, c'est un terme positif. Et c'est important, et c'est pour ça que je tiens à ce beau mot français, parce que
Dans d'autres langues européennes, ils ne s'utilisent pas, n'est-ce pas? Notamment en italien, il ne sera pas, on ne peut pas dire autrement. On est dans le négatif. Et Fad est justement, le dit de façon comme ça, pour nous négative, mais pas du tout dans le terme chinois, le dit comme étant cette sorte de modalité douce, discrète, seulement amorcée, d'esquisser. Et donc, si je me situe à ce stade d'esquisse, ben, je laisse du champ à venir. Et il me semble que la tactique de la travail de médiation, ouvrir du champ possible, du champ à venir, quelque chose qui donc est appelé à cheminer, c'est peut-être ouvrir ce terrain où, qu'on pourrait dire neutre, mais ce terrain où, disons, du possible, c'est très figuré. Alors, j'arrête là-dessus parce que nous ne cheminierons pas. Mais dans la neutralité, moi je n'y vois pas de connotation péjorative, et je pense que oui, derrière la neutralité, il y a une grande disponibilité, tout comme derrière la faveur. Oui, non, j'entends bien. C'est juste une sorte de terme pour essayer de penser, si vous voulez. Le fait que neutre est un terme qui, constitutivement, est encore dans un reflet de deux. Oui. Ni l'un ni l'autre. Neutre, n'est-ce pas? Mais terre, ni l'un ni l'autre. Donc il est encore, si vous voulez, dans cette idée qu'il faut échapper à, ce qui serait une position bloquée, ou privilégiée, ou favorable, etc. Pour essayer de... ce qui m'importe, c'est d'ouvrir des possibles de pensée en ouvrant un certain écart avec la langue par laquelle on pense. Pour essayer justement de rendre notre langue aussi plus disponible. Et essayer de... Alors, votre second point, parce qu'il faut... Oui, on va venir à la notion d'écart que vous esquissiez à l'instant parce qu'elle est essentielle, mais peut-être juste auparavant, vous avez tout à l'heure commencé à aborder la notion de face à face. Alors, dans notre imaginaire collectif, surtout dans le monde du conflit, le face à face, c'est le procès, thèse contre thèse. C'est vraiment une image idéale, si on peut dire, du conflit. Comment est-ce qu'on peut contourner ce face à face avec ce concept que vous avez dégagé, qui est le biais? Oui, là, je crois que vous touchez un peu essentiel de ce qui nous a formés en Europe. C'est que les Grecs ont pensé la parole, le logos, comme anti-logos. Logos contre logos. Les anti-logoi, qui sont les grands exercices de rhétorique de la Grèce ancienne, avec cette idée qui paraît essentielle et à réfléchir, importante, qui est que si une parole peut mettre en valeur une idée, il faut deux paroles opposées pour en faire apparaître la vérité. Donc ce n'est que dans le conflit des paroles qu'une vérité peut s'attester. Dans la confrontation. Ça, c'est l'idée grecque. Voilà, l'idée de Protagoras, que toute la rhétorique grecque a suivi ensuite. Il faut donc un conflit, une opposition des paroles pour que puisse se tester et s'éprouver la vérité de la parole. C'est ce qui fait que tout notre monde antique et démocratique, en vérité, s'est conçu en termes de parole contre parole, l'affrontement des paroles. Et c'est comme ça que la démocratie est née. Et c'est pour ça que je suis attaché à ces antilogoi. C'est au tribunal, à l'Assemblée, même au théâtre. Au théâtre, à un moment du théâtre grec, les acteurs se retirent, on va parler pour ou contre le sujet de la pièce. Est-ce qu'Antigone a eu raison ou tort d'enterrer son frère mort? C'est aussi l'idée du conflit armé, la bataille rangée, phalange contre phalange, qui a été pensée à la cité grecque, où les mêmes étaient citoyens et, disons, soldats de la cité. Avec, il faut reconnaître à la fois un coup et un gain. Le coup, c'est que, bon, il y a un gagnant et un perdant. C'est tranché, donc aussi, disons, l'un a perdu et donc peut être massacré. Et un gain aussi, c'est la clarté. On sait qu'il y a gagné. On sait que c'est tranché. Et ce modèle donc, du conflit est passé de la cité, enfin plutôt du terrain, du champ de bataille, à la cité et à la rhétorique et à la philosophie. Penser pour nous en Europe, c'est se réfuter. Je pense quelque chose, enfin de seconde partie des dissertations de philo. J'énonce une thèse, et aussitôt je cherche l'antithèse pour mettre à l'épreuve la thèse avancée. Donc il y a une fonction forte de ce contre, de ce anti. Est-ce que c'est l'épreuve de la vérité? Et si je pense, je me réfute, en me disant, mais qu'est-ce que je peux avoir comme objection inverse de la thèse que j'avance?
Donc il y a une exigence de la pensée à laquelle je tiens. Mais effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas une autre ressource de la parole, et en médiation notamment, par différence avec la justice, la plaidoirie dans un sens ou dans l'autre, bref, le conflit au tribunal, qui serait une parole parce qu'évasive, parce que teintée de fadeur, qui serait non déterminante, qui permettrait de biaiser. Et biaiser, ce qui m'intéresse, c'est le fait que on engage du processuel quand on biaise. C'est pas immédiat. Biaiser, c'est trouver où est le biais. Donc comment contourner, mais aussi évoluer avec. Et cela nous amène à penser une chose, on ne pourra pas développer, mais qui, pour moi, est un point essentiel. Qu'est-ce que c'est que sortir la langue de l'être? Qui est la langue grecque, la nôtre. Être, ne pas être. C'est ça qui est d'abord tranché. Être ou néant. Pour penser une langue, comme la chinoise, qui n'avait pas le verbe être, au sens de je suis ou je ne suis pas. To be, not to be. Etc. Donc c'est là que la détermination est première. Et la parole, notre parole, c'est tranchante, qui a du fait qu'il y a du vrai et du faux, et le faux, c'est ce qui n'est pas, qui n'a pas d'être. Donc penser une parole évasive, c'est une parole qui n'est plus du registre de l'être, du début et de la fin, déterminer, mettre un terme, mais du processuel. D'abord, je vais prendre un exemple. On a un mot français qui est tranché, c'est commencer ou débuter. Débuter pour les coups de débuter. Débuter de conversation. Ah, ça, c'est tranché. Silence, puis parole. Si je dis non pas débuter, mais amorcer. Amorcer paraît un terme précieux, parce que je le prends là encore dans la langue banale, triviale, n'est-ce pas? Mais amorcer une conversation, ou débuter une conversation, c'est tout autre. Parce qu'amorcer, vous voyez, amorcer, il faut prendre ce mot. Moi, je prends les mots dans la langue commune, pour essayer de les charger, de les porter au concept. Amorcer, c'est quoi? Amorcer comme un mort des poissons. Ça mord ou ça mord pas? Amorcer, ad mordere. Voyez, en plus, la latin, mordre autour, auprès. Les poissons, ils viennent, ils mordent pas, on va voir. On amorce. Amorcer, c'est donc un début qui n'est plus début, qui est un début en transition, un début évasif, un début qui chemine. Non pas arché, comme disent les Grecs, commencement, commandement. Chez Aristote, c'est le premier mot du vocabulaire possible. Donc l'arché, le commencement qui appelle la cause, etc. Tranché. Clarté aussi. Mais amorcer me paraît un terme important, et je pense que dans l'art de la médiation, art, stratégie, technique, je ne sais pas dire, là, je laisse le choix, mais amorcer art. Là, dans l'art de la médiation, je me dis, amorcer médiation, amorcer, disons, la parole, cette façon de voir sa mort, amorcer, avorter, vous voyez, ces termes qui sont, eh oui, c'est la gestation. La gestation, elle est féconde. On peut justement en tirer parti. C'est une ombre, mais où une initiative s'engage, mais sans se déclarer comme telle, sans prendre position, justement. Et donc, ouvre du devenir possible. Qu'on ne contrôle pas, certes, mais qui, justement, parce qu'on ne le contrôle pas, a une fécondité qui nous dépasse. Donc, je crois que si vous voulez qu'il y a au fond de tout cela, c'est voir dans quel vocabulaire on se situe. Si on se situe dans le vocabulaire de l'être, alors c'est branché. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres ressources à faire, à déployer notre langue en la sortant un peu de l'être? Alors, je suis à peu près des publics qui n'est pas très, disons, porté vers une philosophie ontologique ou, disons, s'interrogeant dans ces présupposés de la langue. Mais je crois que si on dit amorcer ou débuter, on sent quelque chose. On sent une possibilité de ne plus concevoir en début premier, donc de façon tranchée, donc d'initiative déclarée, donc aussi de clarté, pour donner sa chance, sa ressource, à des possibilités en transition, en cheminement, et donc permettant de tirer parti de possibilités qu'on ne connaît pas au départ. Et il me semble que dans l'affaire de la médiation, ce qui peut paraître peut-être le plus opportun, c'est qu'au fond, les positions qui sont en médiation sont chacune dans leur bulle, en quelque sorte, dans leur vérité. Et que d'ouvrir une zone comme ça, où quelque chose s'esquisse de possibilités qui ne sont pas au départ maîtrisées, qui ne sont même pas confrontées, permet donc de commencer à faire bouger ce qu'on appelle une position, mais qui, tant qu'elle reste position, ne bouge pas.
Alors ça, là, je crois que vous touchez vraiment du cœur, le cœur de l'art de la médiation. Et je sais à quel point vous êtes sensible au mot opérer ou au mot travailler. Vous faites souvent référence dans vos ouvrages à la notion de travail. Et moi, je vois le travail qu'on fait faire en médiation à des personnes en conflit, le même sens que le mot travail dont on dit d'une poutre ou d'une charpente qu'elle travaille. C'est-à-dire qu'elle s'éprouve aux contraintes auxquelles elle est assujettie pour trouver sa place la plus efficace et la plus pérenne dans le temps. Et c'est ce travail, alors, que permet le guet, qui n'est pas un contournement avec ce que ça aurait de péjoratif, mais qui est une approche destinée à favoriser le travail des personnes. C'est bien ça? Oui, parce que le biais ne se trouve pas immédiatement. Biaiser n'est pas de l'instant. Biaiser, c'est même pas une action. Biaiser, c'est commencer d'engager. C'est amorcer, biaiser. C'est-à-dire, ça fait entendre du processuel. C'est-à-dire, vous mettez en chemin, vous mettez en cours. Et, si j'entends bien votre pensée de la médiation, c'est justement de permettre que, entre des positions tranchées qui, elles, vont se confronter, qui se bloquent dans leur action, dans leur position, dans la vérité, c'est justement de rendre cela plus évasif, de façon à ce que du possible puisse advenir qu'on n'avait pas imaginé d'avance, qui n'est pas préconçu. C'est ça qui me paraît intéressant, si vous voulez. C'est qu'au fond, quelque chose s'ouvre dont on ne savait pas comment disposer. C'est ça la disponibilité. Alors vous parlez de quelque chose qui s'ouvre, et ça nous amène directement à l'autre concept dont j'aimerais que vous nous entreteniez, qui est la notion d'antre et d'écart. Et dans cet ouvrage que vous avez intitulé « L'écart et l'antre », vous définissez l'écart comme un espace ouvert qui permet un dévisagement réciproque de l'un par l'autre, où l'un se découvre lui-même en regard de l'autre, à partir de l'autre. Oui, alors, vous faites allusion à un texte qui est déjà un peu ancien. Moi, je chemine, je suis comme ce que j'essaie de décrire à l'instant. C'est-à-dire que je reprends mes concepts, je les retravaille, ils ne sont pas finis. Mais ça reste vivace, hein, ce oui, concept. je tiens au concept. Je tiens au concept, je le reformulerai un peu différemment. C'est un philosophe, c'est quelqu'un qui rumine. Donc, voilà. Ça aussi, c'est une connotation péjorative. Oui, mais je l'assume. Elle est de Nietzsche, la formule. Je rumine parce que, justement, écrire, c'est trancher quelque part. Mais après, il faut détrancher, c'est-à-dire retirer le tranchement de sa pensée pour la remettre en chantier, même chose, en processus. Alors, je dirais très vite que j'essaie de penser l'écart, de porter au concept, par différence avec la différence. Et je pense que dans l'affaire de médiation, c'est important cette distinction. La différence, elle a son mérite. Ce mérite, c'est d'arriver à une définition. Comme dit Aristote, de différence en différence, jusqu'à l'essence de la chose, qu'explicite sa définition. Donc, l'opérativité de la différence, c'est quoi? C'est deux choses. C'est de ranger, par définition, et d'aboutir à l'identité. Le couple, identité, différence. Donc, la différence, c'est le grand outil des typologies, des classements, de la construction du savoir, l'outil d'Aristote. Mais il m'a paru, et je ne l'ai pas dit dans le petit texte que vous citiez, qu'il y a un autre aspect de la différence, qui va de là avec le premier, qui est que les différences, quand je fais une différence d'une chose avec une autre, je distingue par différence A et B, une fois que j'ai obtenu la définition de A par différence avec B, je laisse tomber B et je garde A dans sa différence identitaire. Donc la différence fait deux choses, elle range et elle laisse tomber l'autre, si je dis. L'écart fait l'inverse. Donc je tiens l'écart. La différence établit une distinction, l'écart ouvre une distance. Pas une distance aberrante, pas une distance infinie. L'écart ouvre une distance qui maintient en regard. Ça qui n'est pas essentiel. Alors, l'écart ouvrant une distance, il ne range pas, il dérange. Vous dites en français, il a fait un écart de langue, un écart de conduite. L'écart dérange. Et du fait qu'il dérange, bien sûr, il dérange par rapport à l'attendu, au convenu. Il a fait un écart. Là encore, c'est négatif. Négatif, comme tous ces termes-là. Mais justement, l'écart sort de l'attendu, du convenu, dérange.
Mais de ce fait même, l'écart est exploratoire, l'écart est aventureux. Comme on dit, jusqu'où vont les écarts? Moi, en tant que philosophe sinologue, helléniste sinologue, j'ai cherché à explorer les écarts de la pensée chinoise vis-à-vis de l'européenne, et pas du tout les différences. On m'a toujours abattu ça en disant, ah, bien qu'on compare les différences et les ressemblances entre cultures. Absolument pas, c'est stérile les différences. C'est enfermer les cultures dans des identités, ce qui serait l'identité chinoise et l'identité européenne. Non, j'explore jusqu'où vont les écarts entre les langues et les pensées d'Europe, de Chine. Explorer les écarts. Donc c'est une figure aventureuse, exploratoire, heuristique. Et en même temps, l'écart maintient l'autre en regard. Et donc, maintenant l'autre en regard, il ouvre de l'ordre, entre les cas E, between, entre les deux. Vous voyez, si on a deux tableaux ici, si je cherche à les placer l'un côté de l'autre, si je mets l'un contre l'autre, bah non, c'est nul. Il faut que je les écarte l'un de l'autre, mais pas trop, pas une distance infinie. Il faut qu'ils se mettent en regard l'un l'autre et que de l'écart entre eux puisse jouer, qu'ils les mettent en tension l'un par rapport à l'autre. Donc l'antre qui émerge par écart est un antre en tension. Et c'est lui qui travaille, pour prendre le mot que vous tenez, opératoire. Cet antre ouvert par écart est un antre tensionnel en tension. Donc, où peut se produire quoi? Du commun. Et je pense que la médiation est à la recherche d'un commun entre les parties adverses, les parts adverses. Donc, le concept d'écart et donc d'antre me paraît important pour penser justement comment va devenir possible ce travail de la médiation. Puisque, encore une fois, l'écart est exploratoire. Vous voyez, souvent on me demande en entreprise, on dit voilà, il y a deux sociétés qui veulent se joindre, l'une achète l'autre, enfin bon, on voit tous les jours. Et j'entends souvent les gens dire, ben voilà, quand on va négocier entre nous, deux entreprises, on va dire quelles sont nos différences, quelles sont nos ressemblances. C'est stérile. On ne fait rien avec des ressemblances et des différences. Ça ne travaille pas. Comme on dit, d'une poutre qui travaille. Par contre, quels sont nos écarts? Et quel antre dessine, configure ces écarts, et donc la ressource que ça fait paraître. Et en même temps, comme cet antre est en tension, parce qu'il est ouvert par écart qui maintient en regard, eh bien, on est dans la perspective d'un commun qui peut se promouvoir, justement, de l'écart, de l'antre ouvert par écart. Et là, il y a de l'opérativité. Parce que l'antre, si vous voulez, c'est là que je reviens à la question de l'être que j'évoquais au début, l'être qui tranche, être, non-être. C'est que l'antre n'a pas de caractère propre. Donc je rapproche de la disponibilité, de la faveur, de tout cela. Puisque l'antre, c'est ni l'un ni l'autre. L'autre est ici, n'est-ce pas? Il n'a pas d'essence, il n'a pas de propriété, il n'a pas de définition. Ni l'un ni l'autre. Donc il n'a pas d'en soi, il n'a pas de position. Il n'a pas d'en soi, pas d'essence, ils sont du verbe être. C'est pour ça que les Grecs n'ont pas pensé l'autre. Ils n'ont pas su penser ça. Vous voyez la peine qu'Aristote a à penser le gris. C'est pas penser le gris. On a du noir ou du blanc. Platon n'est pas penser la neige qui fond. Soit c'est la neige, soit c'est l'eau. Chacune a son essence, sa définition, mais la neige qui fond, pourtant c'est ce qu'on a souvent, n'est-ce pas? C'est une transition qui n'est ni l'un ni l'autre, il n'y a pas d'essence, pas de propriété, pas d'être. Donc c'est vertige pour les Grecs. Là, la tradition chinoise est intéressante, la langue chinoise est intéressante parce que le sinogramme qui nous dit langue en Chine, c'est la lune qui passe de l'entrebâillement de la porte, le rayon de lune. Après, on a vu le soleil, c'est beaucoup moins beau que dans la langue classique où c'est la lune. Et donc, si vous voulez, ce qui passe de lumière, et qui fait que les deux, au lieu d'être coincés, collés l'un contre l'autre, ont cette fissure de lumière ou ce passage de lumière. Je dis passage parce que, vous savez, toute la pensée chinoise pense en termes de passage, Tao, la fameuse voie. C'est pas une voie qui met pas, c'est une voie par où ça passe. Comme la respiration en nous. Qui permet de cheminer. Voilà, et l'attention, c'est les choix à la respiration, c'est quoi? C'est que mon corps est traversé, il est déterminé par une ossature, par du physique, oui, il est traversé par une respiration qui passe comme ça, qui chemine d'un extrême à l'autre. Et donc, c'est cette voie de la viabilité, par où ça passe. Donc, trouvez par où ça peut passer. Et je pense qu'en médiation, ça doit souvent être votre question. Au lieu d'être bloqué dans une sorte, comme on dit, aporique, comme disait les Grecs, c'est un passage, aporos, etc. Non, trouvez par le biais, en amorçant, comment ça pourrait passer. Trouver du passage. Donc, cette idée, si vous voulez, de entre, elle me paraît importante, d'une part parce qu'elle est libératoire par rapport aux déterminations, puisqu'elle est hors ontologie, hors du verbe être. D'autre part parce que cet entre, il est tensionnel.
puisque c'est l'écart dont il provient, et donc il travaille cet entre. Comme ce que vous disiez de la poutre faîtière dans une architecture, la poutre qui entretient la toiture. Entretient la toiture, c'est qu'elle la tient non seulement entre, mais elle fait tenir la toiture. Entretenir, comme on dit entre nous, un entretien maintenant, n'est-ce pas? Il y a cet entre opératoire entre nous. Donc, je crois que c'est important parce que, au fond, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est d'arriver à quoi? À un commun qui, disons, résorbe le conflit, ou en tout cas, il ne le résorbe pas, en tout cas, le fasse travailler de façon intéressante, productrice. Et je ne vois pas il y a deux communs possibles. Soit c'est un commun d'assimilation. On couche l'un sous l'autre. L'un est gagné, l'autre s'incline dessous. Comme un pauvre. Soit on pense un commun, non pas pauvre, d'assimilation, c'est là aussi en politique, mais un commun promu, donc issu d'un travail dans l'antre, ouvert par écart, mais c'est le commun par exemple d'un couple, c'est le commun d'une famille, écart entre l'homme et la femme, ou même au sein d'un couple homosexuel, n'est-ce pas? L'écart pour qu'il y ait du désir. Mais le couple entre parents et enfants, l'écart entre, vous voyez, l'écart est à prendre comme cette possibilité de mettre suffisamment à distance pour qu'il y ait du champ possible. Pas trop non plus pour qu'il y ait la tension, par mise en regard, n'est-ce pas? Et en français c'est beau, regard, égard, n'est-ce pas? Avoir égard à l'autre, regarder l'autre, c'est la même racine de mots, n'est-ce pas? Donc et qui dit, le haut allemand qui dit l'attention portée en, n'est-ce pas? On se met dans un couple qui est de l'égard, c'est-à-dire qu'on puisse se regarder, et que, disons, il y ait cet écart qui fait qu'on peut justement, non pas, disons, assimiler l'autre à soi, mais au contraire, laisser du champ à l'autre pour qu'il puisse aussi évoluer, c'est cette question. Donc, si vous voulez, je crois que cette question est importante pour les médiations de façon plus générale, c'est que nous devons penser quel commun est en jeu. Est-ce un commun où l'un gagne sur l'autre, on s'impose à l'autre, qui sera un commun finalement où je rends l'autre semblablement assimilé, ou est-ce que c'est un commun produit, promu, fécond, ouvert dans cet entre, que l'écart a permis comme ça de configurer. Et c'est cet entre qui recèle les possibles. Mais je sais qu'en médiation, je pose volontiers aux médias la question, qu'y a-t-il entre vous? Qu'y a-t-il entre vous? Puisqu'au début, c'est des positions qui sont très tranchées, mais au fil du processus, effectivement, cet entre se nourrit de commun, une compréhension commune, une reconnaissance mutuelle, une coopération vers une solution possible. Tout à fait. Et le commun se transforme par le potentiel de situation dont vous parliez tout à l'heure. Oui, je crois qu'au fond, c'est ouvrir de l'antre. Puisqu'on a d'abord deux positions qui sont murées dans leur bulle. Et donc, c'est pas en disant soyez gentils, ou disons en ayant une sorte de langage moral facile, mais pas de bon sentiment. Enfin, le bon sentiment, ça n'opère pas. Ça devient assez d'énerve en mieux, n'est-ce pas? Non, je crois justement, c'est ouvrir de l'antre entre les positions. Et cet entre, il est actif, il est opératoire. Moi, j'ai discuté avec des architectes, notamment Christian Closenpark, qui m'a dit effectivement, nous, architectes, qu'est-ce qu'on a appris à faire? À faire des immeubles. On n'a pas pensé l'antre. Or, nous vivons dans l'antre. C'est l'antre de la rue, c'est l'antre du seuil, c'est l'antre de l'entrée, c'est ces entre-là. Mais c'est là pour des raisons, vous voyez, qui sont philosophiques, c'est que nous pensons en termes d'être, donc de choses constituées, déterminées. Donc, pour l'architecte, c'est des immeubles, des objets, ce contre quoi la vue va frapper. Je crois qu'il faut s'ouvrir à cette possibilité de cette fonction de l'antre, cette opérativité de l'antre, qui ouvre ce champ du possible, où on peut, si vous voulez, déclore les positions ou les faire décoïncider. Nous allons y venir. Pour justement qu'elles puissent se mettre en regard, mais en regard non pas, disons, de confrontation, d'abord, mais de travail. Et au fond, c'est ça qui est important. C'est que les positions se mettent au travail et donc puissent accoucher d'une évolution possible. Alors, avant de venir à la décoïncidence, dont je sais que c'est le concept qui aujourd'hui vous motive et vous mobilise le plus, il y a peut-être une autre façon d'ouvrir l'antre, c'est ce que vous avez appelé le dégagement. Et dans toujours une seconde vie, ce très beau livre, vous dites
Le dégagement étant lui-même sans direction ni destination, on est tout à fait dans l'esprit de médiation qui n'a pas de but. Le but n'est même pas de trouver un accord, il est juste de renouer un dialogue et de voir ce que ce dialogue peut féconder, vers quoi il peut aboutir. Le dégagement, dites-vous encore, implique une distance ouvrant le champ libre à l'essor, mais n'assigne à celui-ci aucun vers, au sens direction, aucun but ou terme à son déploiement. Je crois que c'est quelque chose auquel nous, médiateurs, pouvons être très sensibles, cette notion de dégagement, mais est-ce que vous voudriez nous en dire plus? D'abord, je vous remercie infiniment, parce que je trouve que vous enchaînez très bien d'une question à l'autre, et effectivement, s'il n'y a pas de but, de télos, de fin qui arrête, c'est parce qu'il n'y a pas de début. Et pour les Grecs, c'est arché, télos. S'il y a un commencement, il faut une fin. Mais c'est parce qu'il y a un commencement marqué, prenez bien ce terme grec, c'est arché, qui signifie commencement et en même temps commandement. Le commencement qui commande la suite. Alors cette suite, il faut qu'elle ait un terme. Ça, c'est l'évidence grecque. S'il n'y a pas de télos, comme dit Aristote, c'est vain. S'il n'y a pas un but qui est la cible vers quoi on va, c'est vain. Alors, il me semble justement qu'il faut penser ce que pourrait être d'engager du processuel, du devenir, sans avoir déjà un but ou une fin qui serait projetée. Parce que si la fin est projetée, elle est toujours un peu artificielle. Puisqu'elle n'est pas, elle ne relève pas de ce que la situation a accouché d'elle-même, mais elle vient d'une sorte d'idée préconçue, prédéterminée, que je projette sur elle. Initiative du sujet, toujours bien sûr, qui dans sa position projette sur l'avenir. Alors, dégagement me paraît riche, effectivement. Vous voyez encore, c'est un terme banal, mais dont j'ai souhaité faire un concept pour dire le processuel qui est toujours en cours. Le dégagement, c'est comme l'amorce. Ça chemine, le dégagement. C'est pas immédiat, c'est pas lors de l'action, c'est pas lors de la révélation. Ça se dégage, comme le ciel se dégage, comme là, au coin de la rue, il y a un obstacle, et après ça se dégage. C'est donc du processuel. Mais un processuel, c'est lui qui libère, qui donc ouvre de nouveau les possibles. Dégagement. Je trouve ça un important parce que, là encore, c'est pas un grand terme, c'est pas comme la philosophie, c'est pas un terme relevant du théorique. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est tous les termes qui sont ni théoriques ni pratiques. Parce que je crois que, penser en termes de théorie et de pratique, la pratique venant se coucher sous la théorie, d'abord la théorie, et après on va accommoder dessous une pratique toujours un peu en perte par rapport à la théorie. C'est la grande d'ailleurs inquiétude grecque, c'est qu'est-ce qu'on perd en pratique par rapport à la théorie si bien conçue. Et Aristote et d'autres ont réfléchi sur qu'est-ce qui pourrait servir de médiation entre la théorie dans sa perfection et puis la pratique qui est toujours à la traîne de la théorie. Donc je crois qu'il faut essayer de défaire cette opposition théorie-pratique pour penser l'opératoire. Et l'opérateur du dégagement, c'est justement ce qu'il est. Il n'est pas. Vous voyez, tous ces termes que j'emploie sont des termes discrets, modestes. Un dégagement, c'est pas sensationnel. Simplement, ça vous est possible. Donc vous voyez, retirez un peu ce vocabulaire de la révélation par détermination, vous voyez, et donc il fait apparaître, le rideau s'ouvre, se déchire et la fin apparaît derrière, n'est-ce pas? C'est beau d'ailleurs, hein, mais peut-être qu'on peut jouer d'autres ressources que celle-là. Et moi, mon choix, c'est de me dire qu'il y a diversité de ressources, comme il y a diversité de langues, et on peut penser entre ces ressources pour justement entre ces ressources, pour les faire travailler. Et donc le dégagement, c'est du processuel de nouveau, qui défait quelque chose qui est coincé. J'aime beaucoup ce dé du défaire, comme dans des coïncidences, si l'on y vient, qui est donc ce défaire qui libère les possibles et qui fait entendre le fait que progressivement, quelque chose change dans le paysage, qui fournit des ressources qu'on n'envisageait pas d'abord, et qui libère de l'opératoire. Voilà ce qui est important. Il me semble que dans la médiation, libérer de l'opératoire, c'est au fond l'essentiel de ce qui est en jeu. Et c'est tout à fait à ça que fait référence la définition de la médiation, qui définit cela comme un processus, et non pas comme une procédure. C'est-à-dire le processus qui est l'image même de l'opératoire. Dès qu'on a une fin, c'est fini ça. Parce que oui, c'est ça, fini. C'est-à-dire qu'au fond, dès que vous projetez une fin, vous êtes dans la quête des moyens par rapport à la fin. Et donc vous avez une démarche qui est une démarche déjà prédéterminée.
qui est donc comment, disons, atteindre ce but, quels sont les moyens, notre stratégie le dit bien, n'est-ce pas, qui vont conduire le plus directement à cette fin visée. Donc l'intérêt de rapport, le rendement, si vous voulez, c'est un rendement d'efficacité par caractère direct de ce rapport des moyens à la fin. Et vous voyez tout ce que, par là même, on impose de perspective, même si c'est prospective, mais de perspective qui déjà contient, déjà limite, dégagement dit l'inverse. Dégagement dit justement cette sorte d'ouverture des possibles, sans fin préalable, sans fin projetée, bien sûr tâtonnante, mais qui par là même laisse du champ à ce qui peut advenir sans qu'on l'ait déjà préconçu. En vous lisant, j'ai relevé qu'au terme dégagement, vous associez une idée d'évasement, c'est-à-dire d'élargissement. Évasif. Et évasif également. Ce qui s'évade de la détermination première, et qui donc, au moment du jeu, enfin, évadé, évasif, avec tout ce qui est ce vocabulaire de ce que remettre quelque chose qui paraît au départ du vague, mais qui par là même, dans son indécision, son non tranché, au du possible. Et ce mot d'élargissement a retenu mon attention parce que je me disais qu'on oppose la largeur de vue à l'étroitesse d'esprit, et je me disais qu'on élargit quelqu'un en lui rendant sa liberté. Ouais. Et finalement, élargir, c'est aussi redonner de la liberté à l'esprit pour pouvoir accéder à l'autre. Oui, parce que le problème que nous rencontrons là, c'est celui de la limitation. Donc de ce qui fait horizon au sens grec, définissant un champ de perspective. Et effectivement, on ne retrouve de capacité opératoire que si l'on sort du champ d'abord déterminé, prédéterminé. Et donc, on redonne sa chance à la situation. Donc, je crois que tout ce qui est dans cette sorte de capacité à débloquer, donc élargir, effectivement, redonner du champ, c'est ça qui est important. Redonner du champ, et un champ qui, bien sûr, ne relève plus de notre maîtrise comme précédemment, qui est plus sous contrôle, comme dans la prison, mais qui, par là même, permet à ce que entre en compte, commence à travailler des données, des facteurs dont on ne savait pas qu'ils pourraient travailler, qu'ils pourraient collaborer. Et il me semble que dans la médiation, il y a quand même cette tentation, enfin cette tentative, de faire collaborer ceux qu'on ne savait pas qui pourraient collaborer à cette évolution qui rendra viable ce qui était possible. Je crois qu'on est vraiment au cœur de l'action de médiation qui consiste à élargir le champ et à rendre de l'autonomie aux personnes. Je voudrais qu'on en vienne maintenant à ce concept de décoïncidence qui vous est si cher. Dans la politique de la décoïncidence, qui est, je crois, votre dernier ouvrage paru, non, la méthode c'est les chapitres, vous savez, c'est une page de plus. C'est une page de plus. Vous écrivez, vous dites que la coïncidence est une situation de saturation du positif, où plus aucun négatif par conséquent ne travaillerait, et qui d'avance est stérile et s'enlise dans sa positivité. Moi, ce parallèle entre coïncidence et positif, puisque je suis avocat par ailleurs, m'a beaucoup intéressé, parce que je suis frappé par le fait que le droit applicable ici et maintenant, on l'appelle le droit positif. Et donc, c'est vrai que ça referme le sens des possibles. Ça empêche des possibles d'advenir. De même, la jurisprudence procède un peu par mécanisme d'analogie, on raisonne par comparaison, par classification et par adjudication d'une même solution à une même situation. Et toujours dans cet ouvrage La politique de la coïncidence, vous écrivez « Le même se branchant sur du même, le semblable s'emboîtant dans du semblable, se sécrète une autoconfortation idéologique qui fait chape, sans laisser soupçonner ni l'aliénation qu'elle impose, ni sa facticité. » Alors comment faire pour échapper à cette chape et à cette facticité de la coïncidence? Merci. Je vais essayer de répondre parce que à ces formules qui sont peut-être un peu abstraites, que je voudrais mettre dans le champ de la pratique. D'abord, pour aller très vite, je dirais quand les choses coïncident, c'est-à-dire se recouvrent complètement, c'est le sens premier mathématique, de lignes, de surface qui coïncident, c'est qu'elles se recouvrent totalement. Quand ça coïncide, c'est mort, pour aller vite. La coïncidence est mortelle. Parce que justement, tout colle
et quand tout colle, ça ne travaille plus. Ça ne travaille plus, il n'y a plus de champ ouvert, justement. Ce tout colle, en plus, il nous conforte dans une positivité, ça colle. Donc c'est bien, c'est adéquat. Donc il y a une sorte d'autosatisfaction de la coïncidence, qui donc est conduite à s'enliser, s'endormir dans sa positivité, comme le droit positif, mais comme les religions positives. Et donc à se conforter, s'auto-conforter de sa propre saturation. C'est la mort. Donc, je plaide. Alors, ce concept de décoïncidence, parce qu'au fond, c'est aussi mon chemin. Moi, j'ai choisi, j'avais l'héléniste, de passer par la langue et la pensée chinoise pour décoïncider de la philosophie européenne. C'est-à-dire sortir de la coïncidence installée par la pensée européenne, le verbe être, la détermination, le logos, vous voyez, c'était coïncident. Dans une adéquation que la philosophie n'a cessé de travailler, de perfectionner, de porter à sa, disons, à sa beauté. Et donc, décoïncider, c'est fissurer la coïncidence, c'est-à-dire fêler l'adéquation parfaite dans laquelle elle s'endort, dans laquelle, si vous voulez, elle ne se réfléchit plus. Pour ouvrir de l'autre. De l'autre est donc des possibles. Prenons des termes, vous voyez, je vais donner quelques exemples. D'abord, parce que ce concept, au fond, je le vois travailler depuis toujours. Vous voyez, quand Lucrèce nous décrit, en tant que physicien matérialiste, donc atomiste, il nous décrit l'origine du réel. C'est des atomes qui tombent comme une pluie. Donc les atomes tombent comme ils doivent tomber, de façon adéquate, verticale, rien ne se passe. Lucrèce nous dit qu'il n'y aurait pas de monde. Il suppose, ça a été beaucoup critiqué, mais c'est très fécond, qu'il y ait une légère déviation, qui appelle le clinamen, on ne peut pas le traduire en français, donc on garde le mot latin, une légère déviation impliquée, mais qu'on ne voit pas, discrète, toujours le discret, mais c'est ça qui est opératoire, qui fait que les atomes dévient un peu de leur course verticale et peuvent se rencontrer et former des mondes. Or, tout le monde a critiqué cette thèse du clinamen de Lucrèce, Cicéron, mais entre personnes, en disant mais c'est un trou dans la rationalité. Pas du tout. C'est pas un trou dans la rationalité de l'atomisme et sa rigueur matérialiste. C'est juste, c'est pas rouvrir de la liberté comme ça qui serait évasive, au sens négatif comme de long terme. C'est penser qu'il faut qu'il y ait une légère déviation pour que les choses soient possibles. Et je pense que la médiation, est-ce que c'est pas ouvrir justement du clinamen, ou ouvrir une déviation discrète qui fait que justement l'adéquation verticale qui va de soi et qu'on a déjà légalisée en quelque sorte, non. Vous voyez, esquisse une autre possibilité qui fasse que les choses se rencontrent. On se rencontre parce qu'il y a des clinamen entre nous, sinon on serait dans nos bulles. Alors, dans votre autre livre, Décoïncidence, vous parlez de discret infléchissement des certitudes. C'est tout à fait ça. C'est le travail de médiation, le discret infléchissement des certitudes. Oui. Alors, prenons un autre exemple, qui, disons, pour être un peu vis-à-vis de la physique grecque, n'est-ce pas, de Lucrèce, de l'atomisme. Vous voyez, quand on lit le prologue de Jean, dans l'évangile de Jean, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, pour résumer, Dieu décoïncide de soi pour ne pas s'enfermer dans son essence de Dieu. Donc il décoïncide de soi dans son Fils, lui le Père, lui le Maître du monde, dans son Fils qui sera fils d'un charpentier, et puis lui l'Éternel, mourant sur la croix. Donc Dieu décoïncide, ouvre un écart d'autant plus grand avec lui pour s'activer en Dieu et ne pas s'enfermer dans une essence, une propriété, un être de Dieu, sur quoi d'ailleurs l'Église a pu confirmer. Donc, vous voyez comment le concept de décoïncidence suscite d'écart. Pour moi, au fond, c'est pas le même concept, mais rendu processuel. Parce que la question de l'écart, c'est d'où vient l'écart. Pourquoi cet écart? Comme quand on dit un pas de côté, vous savez. Un pas de côté, mais pourquoi je fais un pas de côté? Donc, décoïncidence tente d'un concept généalogique pour décrire d'où peut venir l'écart, d'où peut venir le pas de côté, d'où peut venir cette dissidence, ce clinamen, cette déviance qui fait que du possible se retrouve. Alors maintenant, si on prend les choses sur un plan plus direct et plus politique, moi je suis frappé, c'est pour ça que j'ai souhaité faire de ce concept un concept de combat. C'est que, au fond, notre pensée aujourd'hui politique, sociale, est encombrée, je crois, de mots coïncidents qui font couvercle idéologique.
Parce que quand une représentation, la manière qu'elle soit, devient collectivement assimilée, au sens assimilé que j'évoquais tout à l'heure, elle fait coïncidence, elle fait chape, elle fait faire de l'obédience, c'est-à-dire une fausse évidence, et elle immobilise, elle bloque. Parce qu'au fond, vous voyez, tout notre propos, c'est comment débloquer ce qui bloque, comment sortir de la théorie. Coïncidence par rapport à l'ordre de la nature. Et c'est ce qui a ouvert à l'avenir, a ouvert du possible, a permis, ce que la théorie de l'évolution a un peu de difficulté à comprendre, à dire ou à rendre clair, qu'il y a à la fois qu'il y a une continuité du processus, et en même temps il y a du radicalement nouveau. L'homme s'est mis à parler, à penser, d'abord à marcher, à se tenir droit d'abord. Donc si vous voulez, comment articuler la continuité du processuel et l'émergence d'un radicalement nouveau, d'un impossible inouï. Inouï, vous voyez, c'est un terme auquel je tiens parce que c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire, non, c'est quelque chose qui n'a inédit, inouï, qui est que c'est pour ça que nous vivons parce qu'il peut y avoir du radicalement nouveau. Sinon, c'est la répétition, si vous voulez, qui serait décevante. Ça me paraît d'elle, tout la même chose. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'important parce que décoïncidence et existence, et déjà ex-aptation, c'est sortir de l'adéquation dans laquelle on est, dont on peut se contenter, qui sature, qui s'endort dans sa positivité, et qui donc enferme. Et par là même, donc, ouvrir cette brèche, cette fissure, et qui est là, par où du possible peut venir, et qui exige donc, qui est une exigence, parce que c'est éthique. Parce que éthique signifie quoi? Exigence. Exigence qui promeut, non pas le commandement de la morale, non pas quelques codes de loi quelconque, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui travaille, on revient à ce terme, qui travaille en nous, et qui travaille en nous, fait cette satisfaction par coïncidence, et nous porte à nous tenir hors de nous, nous risquer hors de nous, comme quand on se rencontre. Quand nous nous rencontrons, comme maintenant, nous nous tenons hors de nous dans un entre que nous promouvons entre nous, actifs, interactifs, d'entretien. Donc je crois qu'il y a tout cela se lit dans une vision éthique qui est... Parce que vous voyez, la morale de prescription ne marche plus. Je veux dire, les codes de bonne morale, les enfants ne peuvent pas vraiment ça aujourd'hui. C'est désuet. Donc il faut penser une éthique, ce n'est pas une morale de la prescription du commandement, mais une éthique de promotion, de dégagement, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, au fond, d'ouverture de possible même souvent non encore envisagé, donc inouï, qui permettent, si vous voulez, de porter, de promouvoir, je tiens à ce terme, de promouvoir des ressources. Je tiens aussi à ce concept des ressources, c'est-à-dire ressources des sources. Des sources qu'il faut faire revivre, qu'il faut réactualiser, et qu'il faut donc remettre en chantier, parce qu'évidemment le risque de la décoïncidence, c'est qu'elle devienne coïncidente, qu'elle se referme, que disons cette aventure or se replie en retour par l'adéquation première. Donc il me semble que la décoïncidence n'est jamais acquise. Mais disons, philosopher, si je parle de mon métier, c'est décoïncider. Parce que si, au fond, je ne pense qu'autant que je décoïncide de ce que j'ai déjà pensé. Et donc je fissure ce que j'ai déjà pensé. C'est pour ça que la définition d'écart que vous lisiez de mon petit bouquin il y a une dizaine d'années, pour moi elle n'est pas périmée, mais elle est à fissurer, elle est à remettre en chantier, il faut que je m'en dégage pour pouvoir essayer de penser au-delà, ou plutôt en fissurant ce que j'ai déjà pensé pour le remettre en chantier. Merci François Julien. J'aurais tellement aimé que cet entretien puisse se poursuivre encore longtemps. Il est malheureusement déjà 20h. Alors comme j'ai promis de jouer mon Bernard Pivot, je vais vous présenter les quelques ouvrages dont François Julien m'a indiqué qu'ils étaient peut-être les plus facilitants pour entrer dans son œuvre. Vous êtes gentil et facilitant, parce que je sais bien que mon discours paraît abstrait, et on se dit, mais de quoi il me parle? On fait de la médiation sur le terrain, et un philosophe vient nous prêcher des concepts. Mais j'ai le sentiment que la philosophie, c'est décoller pour réatterrir, si possible, un peu plus loin. Et je crois que la pratique de la médiation est beaucoup plus proche de la philosophie que vous avez développée que vous l'imaginez, encore beaucoup plus. Donc un premier ouvrage, la conférence sur l'efficacité, paru au PUF dans la collection Quadrige, un ouvrage pour lequel j'ai vraiment une préférence qui s'appelle Les transformations silencieuses, publié chez Grasset. Ça, c'est absolument magnifique et il y est notamment parlé de ce fameux potentiel de situation. Tout ça se trouve en poche. En poche également, pardon.
La pratique politique de la décoïncidence, qui est donc l'un des derniers ouvrages, celui dans lequel on va trouver toute la signification et toute la portée de ce concept de décoïncidence. Celui dont, encore une fois, je me suis beaucoup inspiré pour préparer ce webinaire et pour lequel j'ai une affection particulière, une seconde vie, qu'on trouve donc également en poche. Et puis très modestement, un autre petit opuscule, Penser la médiation, un manifeste, dont j'ai parlé, dont j'ai dit un mot au début de notre webinaire, que nous avons coécrit avec Marc Guillaume et que vous avez eu la gentillesse de préfacer dans le prolongement de cette conférence que nous avons vue. Je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous lors de notre prochain webinaire qui se tiendra le 22 janvier, toujours à la même heure, de 18h30 à 20h. C'est cette fois notre responsable des marbres, Nathalie Tisser-Boinet, qui s'entretiendra avec Françoise Balaguer d'un autre thème tout aussi intéressant, la médiation à travers l'histoire. Je crois que c'est toujours intéressant de remettre notre pratique dans une perspective historique. Voilà. Je ne voudrais pas terminer ce webinaire sans un très grand remerciement pour Hélène Toumier, notre secrétaire générale, qui est toujours à la manœuvre sur l'organisation de ces webinaires, et sur Vincent Ramon, qui est notre chargé de mission et qui est en régie, parce que oui, nous avons une régie, on fait les choses très sérieusement, et puis surtout sans vous souhaiter d'excellentes fêtes à tous. Au revoir.